want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 49 du Fly Podcast Fly. Un épisode sous le signe de la victoire. Et alors, une victoire comme on n'en a pas connu depuis peut-être 2017. Le genre de victoire qui font plaisir. Et honneur à l'invité, je vois avec sa mine déconfite, pauvre, il aurait préféré qu'on l'invite pour une défaite des Eagles. On a le plaisir d'accueillir Benjamin Bernard de beIN Sports. Salut Benjamin. Salut les amis. Bon, écoutez, j'imagine que vous allez mieux que moi, donc je vais vous laisser me marcher dessus pendant une dizaine, une vingtaine, une trentaine de minutes. Ce sera avec plaisir comme dimanche. Mais non. On n'est pas comme ça. Enfin, si, Grégory est comme ça, mais nous, on est gentils. Je suis complètement comme donc, ça. Benjamin, on le rappelle évidemment, beIN Sports qui est un acteur majeur du football américain, puisque c'est le Red Zone, le Thursday Night, le Sunday Night, le Monday Night. Et après, évidemment, les playoffs ensuite. Et j'accueille, comme d'habitude, Loïc. Salut Loïc. Salut Victor. Et pour compléter le panel audiovisuel NFL, on a évidemment, comme toujours, Grégory, représentant d'équipe. Salut, c'est vrai que là, vous avez la fine fleur de la NFL en France. Hein. Vous voulez des selfies, les garçons, ou pas? On pourra le faire après. On dédicacera nos casquettes. Hein. Et d'ailleurs, en parlant de casquettes, Benjamin, très sport, nous a gratifié d'une excellente casquette Eagles. Ouais. Vraiment, merci à lui parce que c'est très fair-play. Ouais. Bah, j'ai failli mettre mon blouson, le T10 des Lions d'Eddie Murphy. Puis il ne faut pas les connaître quand même. Hein. Non, à un moment donné, il faut rester sérieux. Voilà. Bon, on va faire un petit résumé du match, hein, même si celui-là va être facile à résumer pour le coup. On est passé au sol. On est passé au sol beaucoup, hein, plus de 200 yards de sol. On a très peu lancé la balle. Et ça a été plutôt efficace puisqu'en face, on a eu un non-match absolu des Lions. Donc, ça a rapidement fait 7-0, 10-0, 17, 24-0, 31, 38-0. Alors là, 38-0 en plus, c'est un touchdown défensif de Darius Slay qui a fait genre « Oh, c'est mon ancienne équipe, je ne célèbre pas » et qui derrière nous a gratifié d'une petite danse. Hein, on en pensera ce qu'on veut. Et puis en fin de match, il y a quand même un touchdown pour l'honneur, j'ai envie de dire, de la part de nos amis des Lions pour une victoire finale 44-6. Alors, Benjamin, honneur à toi. Quel est pour toi dans ce match? Est-ce que la réponse sera peut-être les deux, mais est-ce que ce sont les Eagles qui ont fait un grand match ou les Lions qui sont passés à côté? Honnêtement, oui, je pense que c'est un peu des deux. Vous avez fait un très bon match, mais je n'ai pas envie de vous donner, sans rien vous enlever, un crédit absolu parce que on sait très bien à quel point cette année, chez nous, ça se base tout sur le courage, sur, entre guillemets, les balls et compagnie, et que si c'est dans un bon jour, on peut embêter du monde. Si c'est un mauvais jour, comme ça avait été le cas à la maison face à Cincinnati déjà, je pense que même 11 grands-mères nous rouleraient dessus. Donc, vous avez fait votre match, il est sérieux, vous avez couru, c'est important. Hein. Puis c'était important de le faire aussi à partir du moment où Miles Sanders s'est blessé, lui qui est dans ma fantasy évidemment, qui me faisait à peu près 0,2 points par semaine jusque-là. Et là, il n'est pas là et vous donnez 30 fois le ballon à vos running backs. Donc ça, c'était juste logique. Mais le problème, c'est ça, c'est que c'est très bien, ça vous donne espoir, ça vous montre que vous êtes capable de faire des choses. Mais je ne sais pas si c'est ça qui veut dire que derrière, vous allez réussir à enchaîner. J'espère pour vous. Le problème, c'est qu'on est tellement un paillasson cette saison, honnêtement. Même si on aurait pu accrocher nous 2 victoires, ce qui aurait été absolument miraculeux, mais comme c'était d'ailleurs miraculeux de perdre, je pense qu'il faut vous appuyer sur le fait que vous avez montré que vous étiez capable de courir, que vos 2 lignes peuvent être dominantes, même si les nôtres ne sont pas exceptionnelles. Mais il va falloir en montrer plus et notamment montrer que Jalen Hurts, pour moi, est capable de passer dans un match où il court peu et où ce sont uniquement vos running backs qui courent. C'est très bien qu'il soit une double menace, mais j'attends le match où il va être à 250 yards à la passe, 4 courses, une petite vingtaine de yards et où les 20-25 portées, ils seront pour vos running backs. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, tu l'as dit, hein, globalement, cette victoire, elle ne veut pas dire qu'on va aller en play-off, hein, même s'il y a une place de troisième wildcard à prendre. On a le calendrier le plus facile jusqu'à la fin d'année. Il reste les Chargers la semaine prochaine, mais
qui sont pas dans une bonne dynamique. Loïc, pour te lancer sur ce que tu as pensé du match, il nous reste quelques heures pour trader Miles Sanders. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il s'en aille? Mais est-ce que tu peux le trader alors qu'il est sur la liste des blessés? Alors, je pense que oui, parce que l'année dernière, avec les normes Covid, tu pouvais, et je crois que tout a été reconduit pour cette année. Bah, non, écoute, mais en soi, je rigole, mais l'idée, c'est de dire, voilà, il n'y avait pas Sanders, on pouvait s'attendre que ça soit encore plus catastrophique que d'habitude au sol, et finalement, on a enfin fait ce qu'on attend depuis des semaines, c'est un statement game au sol. Ouais, c'était... Bon, au début, franchement, les 2-3 premiers drives jusqu'au field goal raté des Lions, là, tu te dis, bon, ça va être un très, très, très long match. Détroit avance. Bon, après, ils puntent. Ça punt tout de suite de notre côté. Après, eux, ils avancent. Ils ont un field goal. Et là, ils le loupent. Et à partir de là, tout a tourné sur des roulettes pour nous, quoi. Il n'y a pas eu de perte de balle. Les Lions, ils ont tenté des trucs comme ils avaient tenté la semaine précédente. Des 4e tentatives, ça n'a pas marché. Jared Goff qui lance le ballon en touche sur 4e tentative. J'ai failli Merci. de rire. Merci, monsieur. Dans quel monde un quarterback sur 4e tentative se débarrasse du ballon? Non, c'était incroyable. C'était à honteux. part si c'est le pire quarterback de l'histoire des quarterbacks qui a le cerveau digne d'une moule. C'était honteux. Dan Campbell, il se croit toujours sur Madden, hein, ça c'est sûr, mais en même temps, il n'a rien à perdre. Oui, il a rien à perdre. Mais c'est vrai que lancer en touche en 4e tentative, c'était magnifique. Ça m'a rappelé Jalen Hurts il y a 1 ou 2 semaines. C'était la 2e fois qu'il le faisait cette saison, les gars. Il l'avait déjà fait, c'est ça le pire. Mais c'est ça les bonnes équipes. Elles arrivent à être constantes. Greg, 38 points. Même toi dans tes rêves les plus profonds, est-ce qu'une victoire de 38 points, tu l'avais en tête? Mais j'avais annoncé 30 points, je crois. Oui, bien sûr. Donc, totalement lucide. Non, mais j'ai décidé de toute façon d'aller à l'encontre de tout ce que vous allez dire. Donc, quelle que soit la phrase que vous allez dire, sachez qu'aujourd'hui, j'irai à l'opposé, même si ce n'est pas ma conviction profonde. Donc, ça veut dire que le jeu de course a été mauvais. Comment? Le jeu de course a été mauvais, du coup, selon toi? Non, sur ce que vous dites, pas sur les faits. La différence est majeure. Non, moi, je suis très content sur 2 choses. Un, je suis content sur enfin la gestion de Jordan Howard parce qu'on l'a réclamé depuis des semaines. On manquait d'un running back puissant, au moins pour accompagner Sanders quand il n'était pas blessé. On s'est fait baiser 2 fois sur des 4e et 1 ou 4e, on était 4 tentatives et vraiment à 1 yard de la zone. 2 fois, on s'est fait avoir, je crois que ça doit être un record historique. Tout ça parce que ou Sanders ou Hurts lui-même, il n'y avait pas de QB sneak, ou parce que Scott était trop léger. Voilà, ça, ou même Gainwell. Donc ça, ils ont réclamé une sorte de HB et avec Howard, on l'a. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve que ça peut faire évoluer dans sa réflexion peut-être Sirianni. Donc, s'il a besoin, par l'exemple, de montrer que des plans de jeu peuvent fonctionner, c'est aussi une très bonne nouvelle. Donc, moi, je suis ravi de cette gestion-là parce qu'on les a suffisamment étriés sur des mauvaises gestions qu'il faudrait quand même être les derniers des hypocrites ou en tout cas vouloir se faire la peau des gars pour pas saluer quand c'est bien fait. Parce que oui, ils sont nuls en face, hein, je suis désolé Benjamin, c'est vrai que c'est terrible. Ah non, mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. C'est effroyable, mais de par mon historique du sport, il faut quand même reconnaître, et le vôtre aussi, qui est assez costaud, que si tu es très bon, tu peux aussi rendre les autres mauvais. C'est pareil dans tous les sports. Combien de fois on fait des débats foot où on se dit « Ah bah ils ont été très bons, ils les ont privés de ballon », et bah c'est aussi parce que les mecs ont su garder le ballon alors que les autres n'ont pas su aller le chercher. Bah là, c'est un peu la même chose. Donc les Lions, il faut quand même se rappeler que le podcast précédent, vous étiez tous les deux en train de dire « Ils sont jamais passés très loin, il faut se méfier, ils ont perdu d'1 point, ils perdent à la dernière seconde, attention, ils ne sont pas aussi nuls que le bilan veut bien dire ». Donc, on ne peut pas dire de l'autre côté, quand on leur met une énorme branlée, que c'est que eux. C'est aussi nous. Voilà, ce n'est pas pour avoir un satisfecit de manière trop intense. C'est juste que c'est une réalité. Tout a très bien fonctionné. Et il faut aussi arrêter toujours de se flageoler. Il faut aussi, quand ça se passe bien, se le dire. Et ça, c'est très bien passé. Et je vais rester sur les running backs. Je suis très content depuis 2 matchs du rendement de Scott. Je suis très content du rendement de Jordan Howard. Et j'ai beau adorer Miles Sanders. Il y a un moment, si tu peux aller gratter encore un petit truc, bah, je pense que tu peux aller le gratter. Surtout que je pense que Sanders n'est pas la tasse de thé de Sirianni. Voilà. Et maintenant, je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas un joueur sur lequel il compte. Donc, oui, l'énorme faiblesse des Lions, mais on a su les rendre faibles. On va parler des quarterbacks si vous voulez. Mais quand je vois un Jared Goff qui a été numéro 1 de la draft, quand je vois qu'il a fait Super Bowl, quand je vois ce qu'il fait là-dessus,
Je me dis qu'on n'est peut-être pas si mal servi. On ne sera pas d'accord, mais je défendrai mon bout de steak. Donc, franchement, je suis très content. Je suis content de la ligne aussi et je suis très content de la défense. Mais j'imagine qu'on a une partie sur la défense parce que Slay, cette année, c'est Pro Bowl. Voilà. Oui, alors c'est même peut-être All Pro à mon avis. Mais en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a un moment, on l'a vu avec Bengals Jets, on l'a vu avec Titans Jets, on le voit avec tous les matchs. Il n'y a pas de match facile dans NFL. Oui, il y a des équipes plus faibles que d'autres, mais il n'y a pas de match facile. Donc, quand tu arrives à remporter un match, franchement, nettement, il faut en profiter. Parce que ce n'est pas des choses qui arrivent toutes les semaines en NFL. Et si tu peux les prendre, prends-les. Pour la confiance, il n'y a rien de mieux. Donc, je suis assez d'accord avec toi, Greg. On ne va pas s'agéder. On ne va pas minimiser la victoire en disant c'est les Lions. Oui, c'est les Lions. OK, tu joues qui tu joues. Mais en attendant, on a fait un match complet et on a gagné. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Et je trouve que c'est la logique. On est trop faible pour des équipes plus fortes. Ouais. Si on prend le 7e spot, c'est le miracle et tant mieux. Mais on est au niveau plus fort que les équipes faibles. On gagne les matchs qu'on doit gagner. Voilà. Il y a un moment, on espérera un exploit. Mais les 2 matchs qu'on a gagnés, c'est des mecs qu'on devait gagner. Et on est au calendrier qu'on espère. Et Victor, il l'a dit, saison. votre calendrier, il est ultra abordable. J'ai regardé un peu justement quand je me suis plongé sur le match, ce qu'il y avait au-delà pour pourquoi pas penser playoff. Honnêtement, jusqu'à Dallas en dernière semaine, qui là est très compliqué, c'est 6 ou 7 victoires en 9 matchs. Pour moi, en tout cas, si on regarde ce que vous avez fait jusque-là sur le terrain, le niveau des adversaires, et ce que vous êtes capable, si vous progressez encore, de produire, c'est 6 ou 7 victoires. Et si tu prends encore 6 ou 7 victoires, la wildcard, elle ne sera pas loin. Ce ne sera pas garanti, mais elle ne sera pas loin. Parce que l'idée, maintenant, il y a 7 places. On s'était dit, Benjamin, dans les épisodes précédents, tous avec nos désaccords, hein, mais que à 2-5, c'était le calendrier, c'était le niveau moyen qu'on imaginait avec ces 7 premiers matchs difficiles. 3-5, c'était là où on pensait y être. On y est. C'est pour ça que moi, je veux pas. Je comprends la stratégie de Loïc d'y aller joueur par joueur avec une vision de franchise et on est en désaccord sur ça. Mais c'est intéressant. Mais moi, je pense quand même qu'il faut raison garder et se dire que ce 3-5, c'est ce qu'on imaginait en début de saison. Je suis d'accord parce qu'après, finalement, il nous reste Chargers. C'est pas excellence de dernière semaine, mais sur le papier, on va dire que c'est meilleur que nous quand même, hein, soyons honnêtes. Mais après, les Saints, ils n'ont plus Winston. Les Broncos, c'est quand même très moyen. Les Saints, ils n'ont plus Winston, mais ils ont quand même battu les Bucks. Donc, Oui, d'accord, mais après, il y a Giants, Jets, Washington. Il y a un moment, il y a des victoires à aller chercher. Et on l'a vu, hein, globalement, il y a 6 équipes dont on sait globalement qu'ils vont aller en play-off en NFC. Il va y avoir un pool de 7-8 équipes. Parce que les Saints, même s'ils n'ont plus Winston, ils sont à 5-2. Je pense que ça suffira avec Hill ou autre. Ils ont quand même un gros effectif. Donc, si les 6, là, les 4 champions de division, plus le perdant de Rams Cardinals et les Saints sont en play-off, il reste le 7e spot. Il y a 6 ou 7 équipes qui vont concourir. Et clairement, vu notre calendrier, on est complètement dedans. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais si on continue à battre les petites équipes, avec tout le respect que j'ai pour l'ensemble des équipes NFL, on a clairement notre chance. Oh, tu peux le dire, ils ne t'écoutent pas, de toute façon. Les grosses pipasses. Hein. Si, Blacks des Giants nous écoutent à chaque fois. Quoique non, il écoute les podcasts de défaite, donc là, il ne nous écoute pas. Donc on peut dire que les Giants, c'est de la merde. Après, on sera très triste pour Loïc, qui vise évidemment le premier pick de la draft. Mais moi, je vise le premier pick de la draft via Miami, donc moi, je m'en fous. Hein. Loïc, qui vise 3 top 10 à la draft, donc ça, c'est un autre débat. Le deuxième grand sujet, Benjamin, parce que nous, c'est vrai qu'on parle de Hurts semaine après semaine après semaine. Là, on a quand même un bel échantillon pour juger, puisqu'on a quand même joué 8 matchs. Toi, quel est ton constat sur le niveau de Jalen Hurts? Est-ce que pour toi, ça peut devenir un grand titulaire en NFL ou est-ce que son plafond limité fait que ça restera un quarterback moyen, on va dire? J'aime bien Jalen Hurts, pour commencer. J'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi il a été accueilli de manière aussi dubitative par beaucoup de gens en NFL, parce qu'il est pétri de talent, ça c'est une certitude. Ma seule limitation le concernant, et ça ne revient pas forcément sur ce début de saison, mais sur ce que j'ai pu voir jusque-là, que ce soit d'abord à la fac et en NFL, je ne suis pas sûr que le plafond, comme ils aiment le dire, il soit ultra élevé. Je ne suis pas sûr qu'il ait ce qu'il faut en magasin, qu'il ait le carburant nécessaire pour devenir, par exemple, un top 3, voire même top 5 QB NFL. Ça peut être un très bon QB,
Ouais. Peut-être même un QB de franchise qui peut durer 8-10 ans, et quoique avec ces QB double menace, etc., j'ai toujours du mal à voir l'avenir parce que je me dis qu'il y a toujours un moment où ça va péter. Mais ça peut devenir un très très bon QB sans devenir vraiment un top quarterback parce que je pense qu'il a quelques limitations, notamment au niveau de son bras, qui font qu'à un moment donné, les défenses aussi s'ajustent et vont forcément pas le rendre mauvais, mais peut-être le rendre un petit peu moins bon, un peu moins explosif. Ouais, si on schématise sur l'échelle de Kyler Murray, c'est pas exactement le même joueur, mais on va dire que c'est le même panel de jeu, si on fait un peu rapide. Allez, 0.8 Kyler Murray. 0.8 Kyler Murray, moi ça me va. Franchement, je prends. Loïc, on n'a pas beaucoup à dire de plus sur Jalen Hurts sur ce match parce que 9 sur 14, 103 yards, 7 courses, 71 yards. On ne lui a pas demandé de faire beaucoup. Ce qu'il a fait, il l'a plutôt bien fait. Moi, je dirais juste, pour une fois, je vais donner juste un axe qui, moi, me choque toujours. Je trouve toujours que son problème numéro 1, c'est sa gestion de la poche. Il sort trop vite de la poche avant même de savoir s'il y a de la pression ou pas. Et c'est un truc, Kyler Murray, par exemple, pour reprendre cet exemple, cette année, là où il a beaucoup progressé, c'est qu'il reste dans sa poche, même là, les 2 derniers matchs où le centre, parce que Hudson n'était pas là, le centre de la ligne prend cher, et bien, quand il voit que ça passe, là, il bouge dans un second temps. Mais il ne bouge pas avant d'avoir fait le diagnostic. Est-ce que Jalen Hurts, on n'a pas quand même un problème de pocket management comme on N'oubliez pas que Kyler Murray, c'est un mini-pouce. Hein. Il fait 1m12, donc lui, il peut rester dans la poche et se faufiler derrière. Bien sûr. Non, mais je veux pas comparer exactement les joueurs. Je plante juste un peu le décor. Loïc, toi, dans la poche, est-ce que pour toi, c'est toujours le problème numéro 1 ? Et est-ce que Moi, pour moi, il y a des moments, il me fait hurler. À un moment donné, il se met à avancer, il se met recul, et après il tourne sur lui-même, il recule, il réavance, il repart à droite, à gauche. Et en fait, il savait plus où il était perdu. Et ça, je trouve qu'il le fait trop souvent, pas aussi franchement, mais il le fait trop souvent. T'as des fois, il reste planté dans sa poche, alors que devant lui, il a l'intérieur de la ligne, bah, il lui offre un espace de fou pour qu'il réattaque la poche, soit pour lancer, soit pour courir, boum, allez. Non, il reste en place, il reste en place, il reste en place. Bah, forcément, les tackles, au bout d'un moment, ils vont pas tenir 20 secondes, quoi. Donc, il a un problème de gestion de poche. T'as l'impression qu'il sait pas quand est-ce qu'il doit attaquer sa poche, quand est-ce qu'il doit en sortir, quand est-ce qu'il doit faire juste 1 ou 2 pas. Il y a un exemple où je me souviens, pendant le match, il y a quelqu'un qui dit, ouais, Mailata vient de concéder une pression. Mais Mailata, il concède une pression parce que le gars, il fait l'extérieur, il le pousse. Et en fait, là, si Hurt, il fait 1 ou 2 pas, le gars, il est hors play. Et non, Hurt, mais comme il va tout le temps sur le côté, il remet en jeu des edges ou des linebackers qui ont été sortis par le premier bloc. Ouais, et puis pour moi, il y a un autre problème aussi avec lui, c'est que il a tendance à très majoritairement, et c'était encore plus flagrant sur ce match, à lancer que sur sa droite. Si vous regardez ses lancers, le milieu du terrain que des autres matchs. Non, là sur ce match, c'était sur 14 passes, je crois qu'il y en a 13 qui sont à droite. C'est vraiment, il a un côté du terrain, quoi. Donc forcément, c'est se limiter et c'est faciliter la vie aux défenses adverses aussi. Après, je trouve que les jeux appelés étaient très à droite aussi. Enfin, il y a un moment, le play call, il n'y avait pas beaucoup de courses qui tendaient vers la mais est-ce que du coup, le play call s'adapte au fait que lui, il n'apprécie que de lancer à sa droite? C'est toujours pareil, quoi. On ne sait pas vraiment. Ouais. Donc, on peut que faire des hypothèses. Et au moins, les gars, vous avez un QB qui apprécie de lancer quelque part. Et d'un côté, nous, on a un QB qui apprécie rien, en fait. Il est allé au Super Bowl. Voilà, pensez un peu aux autres. Non, il est allé au Super Bowl parce qu'il avait McVay, il avait une ligne, il avait une défense et qu'il pouvait jouer des play action parce que justement, ça allait lui offrir. Je vous rappelle quand même que le mec est sorti de la draft, il ne savait pas où était l'Est, où était l'Ouest. Ça montre quand même un petit peu le niveau d'intelligence. Non, mais je rappelle, si vous les avez peut-être pas connus, mais je rappelle que Rex Grossman, Trent Dilfer et compagnie sont allés au Super Bowl. Ça ne fait pas d'eux des grands quarterbacks. Attends, on a donné. Jared Goff, 3 points au Super Bowl. On a donné la parole au procureur. Donnons maintenant la parole à l'avocat de l'accusé, Grégory. Le gourou. Pourquoi Jalen Hurts a fait un excellent match?
Vous me faites rigoler déjà. C'est sympathique de vous écouter. J'ai l'impression d'être un auditeur de ce podcast rigolo. Et vous êtes d'une exigence absolument dingue et par moments un petit peu obsessionnelle. Il faut bien dire les choses. Je dis, je répète, Jalen Hurts, c'est 4 matchs l'an dernier dans des conditions épouvantables. arrête. Non, laissez-moi finir. C'est son Xème match. Laisse-moi Faut lui laisser le finir. Laisse-moi finir. Je ne t'ai pas coupé dans ta haine viscérale de Jalen Hurts. temps. Donc, Normal, ton chien, il a aboyé. Attends. un. Pourtant, j'ai coupé le micro pour pas qu'on l'entende. Mais bon, elle t'a entendu, elle est en colère. Elle est verte de rage en t'entendant. C'est pas tant de matchs NFL que ça. 2, c'est pas un prospect qui sort numéro 1 de la draft comme d'autres. Ils l'ont mis dans des conditions qui n'étaient pas très bonnes. 3, moi, je veux bien que vous me parliez de tous ses défauts et tout ça. Mais à l'exception de 5-6 QB extraordinaires en NFL, les autres, il y a toujours à redire. Partout. Toutes les franchises. Il n'y en a aucun qui est exceptionnel. Aucun, à part les 5-6 stars qui sont en QB, qui sont toujours à peu près les mêmes. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Moi, je regarde un Tua à Miami. Mais vraiment, vous êtes sûr là qu'on parle d'un QB? Je regarde Jared Goff, qui a été numéro 1 de la draft, qui a amené son équipe au Super Bowl. On parle d'un QB? Absolument pas. On parle d'un mec qui lance des balles, là, comme ça, comme il peut. C'est une catastrophe. Je peux en donner 1000 des exemples comme Carson ça. Wentz. Jameis Winston, Marcus Mariota. Mais je peux vous en donner 1000. Parce qu'en vrai, à part 6 QB, peut-être 7 si vous voulez, tous les autres sont interchangeables. Alors peut-être, comme disait Loïc, et c'est après tout un bon exemple, c'est là où je le rejoins, qu'il deviendra un Teddy Bridgewater. Peut-être. Mais en même temps, si tu développes d'autres armes, si tu arrives à avoir une bonne ligne, si tu le fais progresser, est-ce que tu as besoin d'avoir un Tom Brady dans ton équipe? Il n'y en a pas des Tom Brady, il n'y en a qu'un. Donc oui, il doit progresser sur bien des choses et je ne contesterai pas la poche parce que ça, c'est un fait. Mais si on regarde la gestion du match, si on regarde comment il arrive à être une double menace, comment il a réussi à faire une course de 20 yards, parce que ce qui est fou, c'est que dans ce match-là, il y a 2 courses avec des crochets absolument magnifiques. Je veux dire, la NFL les a mis en highlights. Les autres équipes le regardent en faisant « Wow ». J'écoute le Game Pass. Je ne sais plus qui commentait. C'est Jonathan, je ne sais plus. Bon, bref, je retrouverai le nom du joueur. Le mec fait « Mais dingue ». Et nous, on n'est pas capable, alors qu'on a un podcast des Eagles, de dire « Putain, il a mis un double crochet sur 2 courses de 20 yards sur des troisièmes qu'on n'aurait jamais passé avant ». Ça me rend fou, en fait. Donc, moi, j'ai envie de mettre… sur 3 et 12 est folle. J'ai envie de mettre en avant ces courses-là. Putain, on a un QB qui fait ça et vous allez me chercher une poche qui est mal maîtrisée alors qu'il a 15 matchs. Waouh, on peut aussi se dire, ça c'était kiffant. Et il a fallu gérer le match, il a gagné, il est en taux positif, il a été la double menace quand il a fallu faire. Et ben voilà, très bien, moi je prends ce qu'il y a à prendre. Et ça, j'ai envie de le noter parce que c'est des trucs, je peux te dire que Benjamin, il aurait aimé voir Jared en train de casser des hanches à des adversaires sur des 3e et 12. Vrai ou pas? Bon, il a plus de chances de casser les siennes que celles des autres. Voilà. Mais… Donc, il aurait aimé. Il a coûté beaucoup moins cher en tour de draft que le all-in des Rams. Donc, il y a un moment, moi, je veux bien qu'on l'accuse de tous les maux et qu'on dise que c'est lui le principal responsable de ce 3-5. Moi, je ne crois pas. Non, personne n'a dit ça. Mais Personne qui a n'a dit ça? Qui a Tu dit ça? exagères. Mais il n'est Non. pas possible. On a plutôt pointé la défense que Jalen Hurts sur la plupart des défaites. Donc, je ne revends pas mon maillot tout de suite. Limite, j'étais à 2 doigts de le porter. Si j'avais eu radio cette semaine, ce matin, j'y étais sur W9 en Jalen Hurts, je vous le dis. Moi je vais aller un peu dans ce sens-là. En fait, c'est à moitié Jalen Hurts, mais c'est surtout une grosse moitié Sirianni. Je trouve qu'un des enjeux de cette année, c'est de trouver une identité de jeu. Et si on arrive à avoir une identité… Alors oui, les premiers matchs étaient plutôt une identité majoritairement à la passe, etc. Ça ne correspondait pas à nos joueurs, ça ne correspondait pas à notre identité. On arrive dans une draft où on va avoir 3 premiers tours, sur une draft très faible en quarterback, en tout cas pour le moment, et à l'inverse, très forte sur la défense et sur les lignes. Donc, à partir de ce moment-là, si on arrive à construire une identité qui passe par un jeu très axé vers le sol et en laissant le temps à Jalen Hurts de développer son panel de lancers, son pocket management, etc. Si on arrive à faire ça et que l'année prochaine, on peut renforcer cette équipe parce qu'on a 15 pics de draft, dont 3 premiers tours, dont des 2e, des 3e et même des 4e, des 5e tours dans une draft où il y a les super seniors. J'en reparlerai dans les épisodes draft de Touchdown Actu et même ici, mais ça va être une draft très profonde à cause du Covid et des super seniors. Je veux dire, globalement, si on arrive à créer une identité de jeu
et à gagner 4, 5, 6 matchs au sol, même si Jalen Hurts lance 140, 160, 180 yards. Je ne dis pas qu'on va devenir les Niners de Shanahan. Je ne dis pas qu'on va devenir même les Rams du Super Bowl. Je dis juste que je pense qu'il y a, là, on a vu une possible identité pour cette équipe, ce qu'on n'avait peut-être pas vu sur les premiers matchs. Et que si on arrive à développer cette identité et que Jalen Hurts correspond à ce schéma de jeu, peut-être que là, on a trouvé le meilleur moyen d'utiliser Jalen Hurts. Et quand je disais sur Twitter, on a trouvé le meilleur moyen d'utiliser Jalen Hurts, on ne lui fait pas lancer le ballon, c'était un peu de la provocation. Mais d'un autre côté, il y a une part de vérité dans le sens où est-ce que ce n'est pas là où on va être le plus dangereux? C'est-à-dire run, pass action, run, Et une read, longue. run, De temps en temps, run. une longue pour Smith et Watkins. Voilà, run, c'est- RPO, run. Enfin, diversifier un peu les aspects offensifs. Et je pense qu'il y a encore, on n'est pas dans la NFL des années 90 ni début 2000. On ne gagne pas avec juste un coureur. Mais il y a encore des équipes qui gagnent avec une identité au sol. Les Browns l'année dernière, les Titans ces 2 dernières années. Et il y a beaucoup d'exemples d'équipes qui réussissent comme ça. C'est Benjamin, pour moi, c'est là où tu étais antinomique depuis le début de la saison du côté des Eagles, parce que tu sais que de toute façon, le bras de Jalen Hurts ne peut pas être ton arme, ton option numéro 1. Mais si tu ne donnes pas le ballon à tes running backs, à un moment donné, les mecs en face, ils vont attendre quoi? Ils vont attendre que tu passes. Forcément, ils vont s'ajuster et ce sera encore plus facile de contrer. Si ton jeu de sol, il est là, il est établi, tu t'ouvres toutes les play action, tu t'ouvres toutes les RPO et tu donnes la possibilité à Hurts, exactement, une fois de temps en temps, d'envoyer une bombinette qui va aller chercher un Devontae Smith, qui va aller chercher un Jalen Reagor le jour où il va revenir, qui va aller chercher tous ces mecs parce qu'en plus, vous en avez des gars qui sont capables, sur un tracé, sur un double move, d'éliminer le DB et d'aller tout seul prendre la profondeur. Donc, c'est exactement ce que vous devez faire, c'est que votre jeu au sol doit être établi. Et une fois qu'il sera respecté et que même dès le départ du match, les adversaires vont savoir, oula les gars, faites gaffe parce que là, à tout moment, on risque de se faire marcher dessus. Vous serez dans un game plan qui sera juste parfait pour vous par rapport à la construction de votre équipe. Et si vous solidifiez encore les lignes, eh ben là, oui, tu passes de potentiel wildcard à une équipe qui peut viser la division parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Il n'y a pas des années-lumière, même si au plan comptable aujourd'hui, si, entre les Cowboys et ce qu'ils ont comme marge de développement et vous, parce que les Cowboys, à un moment donné, ils ne vont pas garder tout le monde et vous n'êtes pas si loin que ça. Donc, quelque part, si vous, enfin, vous trouvez cette identité, effectivement, celle que tu sous-entends, Victor, je pense que vous prenez vraiment la bonne direction. Et parenthèse à part, quand on parle de super senior, je voulais être sûr, Greg, il peut se présenter à la draft l'an prochain. Donc. bien sûr. Ah bah, ça fait plus de 3 ans qu'il est sorti du high school, donc Par il contre, peut tout à fait. là, vous avez mis Loïc en PLS parce qu'il se rend compte qu'on a des armes, que s'il y a un bon game plan et qu'il respecte la course, il va pouvoir faire des bonnes passes, de la double menace. On a quand même des armes. Loïc, ça va, mon poulet, ou pas? Non, il est en train de regarder son téléphone, il en peut plus. Il nous fait une Cam Newton, en fait, il descend de plus en plus sur son fauteuil au fur et à mesure. Là, on voit plus que les yeux et le front. Aïe, 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 Loïc, quelqu'un qui connaît la NFL qui est d'accord avec nous, c'est horrible, Loïc. Non, mais je savais pas que moi on avait recruté Tyrod Taylor 2.0, c'est cool. On va passer des bonnes années. C'est dur. Non, le problème, c'est qu'on a dans cette équipe des Eagles, on a des souvenirs, enfin pour moi, alors en l'occurrence en super senior, de Randall Cunningham, tu as Donovan McNabb et tu as Michael Vick. Et tout le monde a cru que le gars arrivait, c'était eux. Mais non, moi s'il devient le 12e QB de la ligue, j'achète. Randall Cunningham, c'est un running back, il est devenu quarterback aux Vikings. Oui, fais attention à ce que tu dis quand même. Non, mais vraiment, moi j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que ça m'a presque fait un déclic au sens où je fais des mocks assez régulièrement parce que là, on prépare les émissions draft qui commencent le 8 novembre. Donc, j'accumule pas mal. J'ai vu près de, je crois, 300 joueurs ou quelque chose comme ça. Honnêtement, aujourd'hui, j'en viens à croire que si on arrive à avoir cette identité, il faut absolument ne pas recruter un quarterback et foncer sur cette identité. Malaita contre la course, c'est génial. Dickerson, il est en difficulté pour la passe, mais pour la course, pour l'instant, ça va bien. Et Dickerson, je serai toujours aussi patient parce qu'il s'est fait un ACL il y a 9 mois. Le mec, c'est déjà miraculeux qu'il soit sur le terrain. Je pense que vraiment, on a une équipe qui correspond à cette identité de jeu. Loïc, est-ce que, pour être tout à fait sérieux, toi, tu crois que c'est comme ça qu'on doit évoluer? Est-ce que tu vois ça comme une solution? Je ne vais pas dire long terme, il n'y a pas de long terme en NFL, mais moyen terme, on va dire.
Ah bah déjà, rien que la semaine prochaine, les Chargers, c'est la pire équipe contre la course, je crois. Donc, il n'y a même pas à réfléchir 2 fois, quoi. Mm. Cours, Ouais, cours, non, cours, mais cours, c'est sûr. cours, cours. Cours jusqu'à ce qu'il soit capable de t'arrêter. Ce qui était une des bonnes choses qu'on a vu au premier quart-temps avant qu'il se blesse, c'était Rigor qui faisait des courses. Ouais. Et ils n'ont pas hésité à le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, en voyant que les Lions n'étaient pas capables de l'arrêter, en fait. Sur la Et donc troisième ça, fois, c'est... malheureusement, qu'il se blesse. Ouais, ben ça, du coup, c'est un truc. J'espère que le coaching staff va continuer là-dessus. Avoir un truc qui marche, tu continues. Peu Surtout que tu importe, peux le tu faire continues, avec tu Wes continues, Watkins. tu continues. Tant que l'adversaire est pas capable de l'arrêter, bah continue. C'était un des gros problèmes de Sirianni, c'est qu'il y avait des trucs qui fonctionnaient et que d'un coup, il repartait sur des plans de jeu qu'il n'avait pas testés. Et évidemment, tu te faisais arrêter tout de suite, quoi. 1, 2, 3, merci, bisous. Mais c'est clairement. là où la NFL, c'est simple parfois, mais quand tu commences par une course plutôt qu'une passe, c'est bizarre à quel point un 2e et 5, c'est plus facile à gérer qu'un 2e et 10. Parfois, c'est basique, la NFL, mais c'est la réalité. Je veux Et dire, puis il y a un moment- comme le dit Loïc, nous c'est un truc que Marco il répète très souvent à l'antenne, tu sors un jeu tel qu'il est, il fonctionne, tu vas chercher 10-12 yards. Et bien ce jeu, tu peux le répéter à l'infini avec exactement les mêmes tracés, les mêmes mouvements, tout. Si tu vas chercher 10-12 yards à chaque fois, tant que les mecs ils vont pas t'arrêter une fois, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Et si Ah oui. ça marche, et ben tu vas traverser tout le terrain et point. Tu t'en fous que ce soit 10 fois, 12 fois le même jeu. Tant qu'il marche, tu continues. Et mentalement, tu remets la tête sous l'eau. Si tu fais un drive ou globalement, c'est un peu comme les Browns la semaine dernière en Thursday Night. Les mecs, c'est course au centre, screen, course au centre, screen, course au centre, screen. Sauf que ça marche, continue. Exactement. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'on parle un tout petit peu, parce qu'on a été un peu long, mais ça en valait le coup, est-ce qu'on parle un petit peu de la défense qui n'a pas eu tant à faire que ça, mais qui, pour le coup, a quand même tenu la baraque. Là encore, tu joues qui tu joues, mais il faut dire, 6 points encaissés, c'est quand même pas mal. Loïc, est-ce qu'on peut dire que TJ Edwards est le meilleur linebacker de cette équipe? Bah très loin, de très loin, ouais. Enfin, sur ce match, il n'y a pas photo. Et puis début de la saison non plus. Quand tu vois que les 2 qui étaient titulaires en début de saison, il y en a un qui maintenant est inactif et qui, à mon avis, soit il est tradé aujourd'hui, soit il se fait couper. C'est Eric Wilson. Donc, ça confirme bien que les Eagles sont nuls pour recruter des linebackers en free agency. Et Singleton aussi, pareil, il joue plus que 25% des snaps. C'est dingue, je lui pose une question positive pour qu'il dise du bien d'un mec et il la transforme en tous les autres. Mais c'est une maladie. C'est une maladie à ce niveau-là. C'est incroyable. Je Alors, t'ai demandé attends, de me dire attends. que TJ Edwards était bon. Tu me dis, ouais, mais les autres sont nuls quand même. Non, mais, Non, mais il a été bon. La défense contre la course a été plutôt bonne. En tout cas, en nette amélioration par rapport aux semaines précédentes. Je me souviens des supporters des Vikings qui, en mars, disaient vous allez voir avec Harris et Wilson la défense contre la course, vous allez prendre cher. Force est de constater, ils sont pas là tous les deux, ça va mieux. Non, Harris, pour le coup, il fait plutôt une saison correcte. Non, mais après, pour moi, celui qui a vraiment donné le ton, tel un Brandon Graham les années précédentes, c'était Josh Sweat. Au premier carton, je sais plus qui était le tackle droit, mais il s'est fait défoncer. Oh là là. Alors, il faut dire aussi qu'une des forces des Lions, c'est censé être leur ligne offensive, mais que Ragno est blessé, Tyler Decker est blessé, donc ça aide pas. Mais justement, petite transition pour Benjamin, tu parlais des lignes tout à l'heure au pluriel, donc ça inclut la ligne défensive. Au début d'année, on était très dépendant de Javon Hargrave, qui a fait 6 sacs en 6 matchs et qui était un peu la seule menace. Là, on a vu quand même un sac de Milton Williams, le rookie, et 2 plaquages pour perte. C'est son meilleur match de sa carrière. 2 sacs de Josh Sweat, 1 sac de Derek Barnett, que Loïc... alors, Loïc est négatif, mais par contre, il veut signer Derek Barnett pour 28 ans et 280 millions d'euros. Mais comme ça, on aura toujours quelqu'un sur qui taper à chaque match. Mais mis à part ça, Benjamin, est-ce que toi, tu penses que... Alors, oui, notre défense a pris des camions de yards face aux grosses équipes, mais la ligne, aujourd'hui, est-ce que ça peut suffire à tenir la défense, en fait, même s'il y a des faiblesses derrière? Est-ce qu'une grosse ligne comme ça, c'est pour toi suffisant sur le long terme? Suffisant par rapport à la plupart des équipes NFL, je pense que oui. Par rapport à des top teams, tu risques d'être forcément un peu limité, mais sans être à des années-lumière. Pour le coup, l'exemple que j'ai le plus récent vous concernant, c'est le Thursday Night Football face aux Buccaneers.
vous n'étiez pas si loin que ça. Il n'y avait pas un monde d'écart au niveau des lignes et principalement votre D-line face à leur O-line et votre secondary. Vous n'étiez pas à des années-lumière et à la fin du match, vous n'étiez pas si loin. Mais sans que Tampa fasse non plus un match exceptionnel, vous avez fini par le perdre et vous avez fini par craquer un peu. Donc, je pense que la démarcation, elle est là. C'est que vous êtes bien. Je pense que votre D-line peut compenser pas mal de choses par rapport à 80-85% des équipes NFL. Mais si tu tombes sur ceux qui sont encore un petit cran au-dessus et qui ont encore plus de marge, même s'ils ne sont pas dans un jour exceptionnel, là, ça risque de bloquer. Après, quand vous jouez comme une équipe des Lions telle qu'elle a été dimanche, même avec une D-line bien, mais pas top, et une O-line bien, mais pas top, et encore, en plus, la O-line, vous aviez récupéré Lane Johnson, et que de notre côté, on a un peu le Detroit General Hospital avec 457 joueurs sur la liste des blessés, où tu t'en finis par te demander s'il y a Détroit, les mecs, au moindre petit orteil foulé, ils ne demandent pas à aller sur l'IR, histoire de moins jouer et de moins montrer qu'ils seront les premiers à 0-17. Voilà, mais non, je pense vraiment que votre D-line, elle est peut-être sous-évaluée par rapport à son réel potentiel. Et typiquement, sur les 9 matchs qui viennent là, bah, c'est peut-être elle qui va aller vous permettre de gagner 1-2 matchs qui auraient été plus serrés que prévu et dans lesquels vous auriez été plus en galère que prévu. Oui, tu perds de 0-17 parce qu'il y a un enjeu pour toi, parce que je crois savoir qu'il y a un maillot de Matthew Stafford à faire gagner s'il y a 0-17, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Mais bon, au moins, ça me conforte dans un truc, c'est qu'avant que la saison débute, j'ai annoncé, pour moi, dans l'état actuel des choses, si rien ne change, les Lions feront 0-17. Tout le monde me riait à la gueule, à commencer par nos consultants à Bein, qui encore aujourd'hui à 0-8, ayant vu ce qu'ils ont vu au niveau de nos prestations, me disent « Vous ne ferez jamais 0-17, regarde les Jets l'an passé, le 0-13, les Rams, blablabla. » Je persiste, je signe, je l'ai dit avant même que la saison débute. Dans le meilleur des cas, c'était 4 victoires, mais c'était vraiment dans un scénario rêvé. Mais si tout suit à peu près le plan prévu depuis le début, les shots à la victoire, on les a eus. Les shots à la victoire, c'était les Vikings, c'était les Ravens. Les Bears. Les Ravens, c'était... Les Bears, même les Rams aussi. Les potentielles victoires qu'on aurait pu avoir, on a eu notre chance. La chance, elle est passée. Je crois dur comme fer qu'on a été les premiers à 0-16, on sera les premiers à 0-17. Et comme je suis aussi fan de l'OM, à jamais les premiers, ça colle. Voilà. Et tu vois, et c'est ce qui leur faisait peur. Ils ont failli gagner. On va perdre contre les Lions. On est des pipes, tu vois. Voilà. C'est les CNews. Ce sont les CNews des podcasts. Qu'est-ce que je te dis? S'il te plaît. Voilà, les mecs sont là. Reste raisonnable. Voilà où est-ce qu'on en est. Juste sur la ligne défensive, le seul petit truc inquiétant, c'est que en fait, les titulaires, ils doivent jouer énormément, surtout en edge, puisque concrètement, Kerrigan, il sert à rien. Je ne sais même pas ce qu'il fait encore là. Donc, est-ce qu'ils vont être capables, Barnett et Sweat, de jouer 80-85% des snaps jusqu'à la fin de la saison? Ça risque d'être compliqué au mois de décembre en termes d'énergie et de santé. Comme le temps file, je voudrais qu'on dise un grand bravo à celui qu'on a ouvert en deux les années précédentes. C'était Maddox, parce qu'il est revenu dans le slot. Il défend hyper bien. Il est capable de puncher des balles pour faire tomber les ballons. Alors là, quand même, c'est quand même le genre d'action qu'on n'a jamais vu chez les Eagles depuis qu'on regarde la NFL. On savait, comme ce bon Rasoul, qu'il n'était pas fait pour défendre sur les dips. Mais par contre, dans le slot, il est impeccable. Il défend très bien. Et on doit reconnaître que nos CB, qui étaient nos points faibles depuis des années, entre lui qui a fait un grand match et Darius Slay, qui quand même ne se fait avoir à aucun match et éteint à chaque fois le receveur numéro 1, c'est des vraies satisfactions. Tout à fait. J'allais te lancer là-dessus pour finir. C'est qu'on a dit les linebackers sont faibles, la ligne est forte. C'est vrai qu'à l'arrière, il y a du bon, du moins bon, mais tu défends chaque semaine et Darius Slay, on est sur un niveau all-pro. Là. Non, mais parce que vous n'arrêtez pas de dire à juste titre, ouais, il est un peu provocateur, ouais, le vaccin. Ok, il a plein de défauts, 1000 défauts. Mais sur le terrain, le mec, quand même, il est bon. Et je ne sais plus d'où il vient, ce garçon. Attends. Je sais plus. Michigan, non? Une équipe dans le Michigan, je crois. Ouais. C'est-à-dire que même quand vous avez des bons joueurs, vous ne les gardez pas, quoi. Ah non, mais alors ça, Greg, et tu n'as pas besoin d'être un connaisseur des Lions pour le voir. La spécialité de Détroit depuis une dizaine d'années, c'est soit de récupérer un mec et d'en faire une star, soit de le drafter carrément et de, pour une fois, ne passeront pas la draft, ça peut arriver, et qu'arrivé au bout de son contrat rookie, le mec se barre. Ziggy Ansah, Ndamu Kongsu, Kenny Golladay, c'est systématique depuis 10 ans, et c'est rare, mais quand il y a un choix de draft qui est plutôt bon,
Le mec se barre au bout de son contrat rookie. Point. Tu veux pas rester à Détroit. C'est la franchise de la loose depuis l'éternité. Et je suis bien placé pour le savoir et pour le vivre. C'est comme ça. Tu as l'impression que le truc, il est tellement ancré qu'en fait, tu mettrais aujourd'hui Bill Belichick, Tom Brady et une des équipes qui a gagné le Super Bowl sur les 5 dernières années, il ferait une saison tout juste moyenne, en fait. Il y a un truc qui est profond. Moi, Après, j'ai une théorie, il faut c'est prendre que vous exemple avez- sur les Clippers. Voilà, prenez exemple sur les Clippers. Rien n'est jamais acquis. il faut que vous preniez Kawhi Leonard. Non, juste, moi j'ai une théorie. Hein. Je pense que vous êtes maudit parce que vous avez broyé la carrière de deux des plus grandes stars M'en parle pas, qui Calvin m'a été et permis de voir dans ma vie. Un Barry. certain Sanders, running back, et un certain Megatron, receveur. Je pense que c'est votre malédiction. Tu connais le Bambino? Bah là, vous allez connaître un Bambino. Là. Tu sais Mais que c'est à pour cause ça de que quelque part, au fond de moi, j'étais content de voir Matthew Stafford partir parce que je me suis dit, contrairement Lui, à au moins, il Calvin ou aura à sa Barry, chance. lui, il va avoir la chance peut-être en étant bien encadré, bien entouré avec des bons coéquipiers, un bon coaching staff, d'aller faire quelque chose. Et si jamais Stafford va chercher le titre cette année, ça en dira encore plus long sur ce que les Lions ont gâché depuis qu'il y était. Mais ça, malheureusement, on ne va pas réécrire, Il a fait 2-3 passes l'histoire. exceptionnelles hein, dans son Ah, match. mais je pense que Matthew Stafford est sous-coté par beaucoup, beaucoup de monde. Vraiment. Il a fait pense des que les passes gens ne- exceptionnelles. Ouais, des gens ne se rendent pas compte de ce Mais qu'a été et de ce qu'est Matthew Stafford. comme Gardner Minshew, hein, il est sous-coté par beaucoup, beaucoup de monde. Vous avez l'homme le plus swag de la galaxie Ça, c'est dans sûr. votre équipe et c'était une honte qu'il soit inactif semaine après semaine. Heureusement que Joe Flacco est parti. Heureusement que les Jets nous ont donné un 6e tour pour Joe Flacco. Est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un qui a acheté un maillot de Joe Flacco aux Eagles? Il y a Voilà une bonne toujours question. des mecs Ouais. qui ont acheté des maillots improbables. Ça existe toujours. Mais ça peut être parce que Flacco est né dans la même ville que toi ou j'en sais rien. Mais bon, ça arrive. Messieurs, c'est vrai qu'on a fait long, mais ça valait le coup pour le coup. On va juste faire une mini preview du match à venir contre les Chargers. Donc les Chargers, tout allait bien jusqu'à ce qu'ils se fassent fesser par les Ravens. On s'est dit, bon, semaine de repos, ça va, ils vont se remettre à l'endroit. J'avais la chance pour TDA de couvrir le Chargers Patriots. Ils ne sont pas du tout remis à l'endroit. Ils sont passés à côté de leur match défensivement. C'était très mauvais, surtout au sol. Offensivement, Justin Herbert, alors après, c'est que 2 matchs. Attention, il fait un début de carrière stratosphérique, mais il n'est pas bon sur les 2 derniers matchs, on ne va pas se mentir. Et à part Keenan Allen, je n'ai pas l'impression que beaucoup de gens veulent se bouger. Donc, messieurs, j'ai envie de dire tout de suite, Grégory, explique-nous pourquoi on va gagner. Ah, je ne sais pas si je suis capable de dire ça. Pourtant, je suis Merde. plus optimiste. Bah, je ne sais pas. Ça va dépendre de leur niveau, en fait. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que s'ils sont au niveau des 2 dernières journées, on gagne. Parce qu'ils sont plus bas que nous. S'ils sont à leur niveau médian avec un Justin Herbert qui revient à ce qu'il est normalement, on peut avoir un petit peu de mal. Maintenant, il va falloir courir, parce que comme on l'a dit, répété, il n'y a pas besoin de connaître la NFL pour lire des feuilles de stats. Contre la course, ils ne savent pas faire. J'ai hâte de voir 5,1 yards Voilà. par course encaissé. C'est quand même complètement fou en vrai comme stat. C'est énorme. Et vu ce qu'on a fait la semaine dernière, j'ose croire que nos coachs vont avoir la lucidité de se dire bon, bah les gars, hein, on va faire simple, on va courir, on leur rentre dedans. Et si on y arrive aussi bien contre Détroit, alors peut-être que la lumière sera au bout et que je pourrais commencer à mettre des statuts Road to Playoff. Le fameux alors peut-être. Benjamin, toi, je ne t'oriente pas. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va perdre? De base, j'aurais envie de te dire non, parce que vous êtes à domicile et que cette année, a priori, gagner du côté du Lincoln Financial Field, ce n'est pas possible pour vous. Donc, il aurait mieux valu que ce soit au SoFi Stadium. C'est pas faux. Maintenant, sur la dynamique récente, je rejoins ce que Greg disait. Vous avez les clés et vous avez, entre guillemets, le momentum, l'avancée pour normalement battre ces Chargers-là. Alors, bien sûr, il va falloir faire gaffe à Justin Herbert et je suis parmi les Justin Herbert lovers. C'est un peu mon crush de ces 2 dernières saisons parce que vraiment, je ne pensais pas du tout que le mec d'Oregon allait faire ce qu'il allait faire. Et là, maintenant, j'en suis à me demander si justement lui, comparé à Jalen Hurts, ne va pas être un top 5 QB d'ici quelques années en NFL et ne va pas nous faire une carrière à la Drew Brees ou autre. Mais non, je pense que ce match, vous avez toutes les clés pour le gagner.
Vous avez montré que vous pouviez changer votre manière de jouer ce week-end. Il va falloir continuer le week-end prochain. Et puis, ce qui tombe bien, c'est que ce match-là, en plus, il va être dans la deuxième partie du Red Zone. Je vais le commenter. Donc, comme ça, je pourrais avoir une pensée pour vous. Et si ça se passe bien, je pourrais vous faire un clin d'œil. Et si ça se passe mal, je pourrais vous mettre une petite charge. Ouais, je suis pas sûr que les Chargers, ils aient tellement envie qu'il ait une carrière à Drew Brees, parce que la carrière de Brees, elle a décollé quand il est parti des Chargers. Voilà, pas à la Drew Brees avec les Chargers, on est d'accord. C'est vrai que dit comme ça, c'est plus flippant. J'y avais pas pensé, mais... Loïc, pourquoi on va perdre? Ah non, mais moi j'anticipe maintenant. Pourquoi on va perdre? Si on perd, ça sera Justin Herbert. De toute façon, après, il y a un autre truc où les Chargers ils sont nuls, c'est un special team. Le problème, c'est que de notre côté, il n'y a pas de retour de kick-off ou de punt où tu te dis peut y avoir quelque chose, quoi. En plus, Rigor est blessé. Non, comme dit, il faut courir. Il faut courir pourquoi? Pour que la défense soit moins longtemps sur le terrain. Et je reviens à ce que je disais. Sur la ligne défensive, le problème, c'est que tu n'as pas vraiment de remplaçants qui peuvent vraiment faire souffler les titulaires dans un match où il n'y a pas 40 points d'avance. Donc, ça va être important que l'attaque reste avec le ballon le plus longtemps possible sur le terrain pour éviter que la défense soit complètement gazée à la fin du match, notamment Sweat, Barnett, Hargrave, Cox. Mais tu l'as dit, hein, moi j'allais insister sur ça. Je pense en effet que la special team peut être en effet un facteur. On rappelle quand même que dans la saison 2010, les Chargers ont réussi l'incroyable exploit d'être première attaque, première défense et de louper les playoffs à cause des special teams. Ouais. Donc, c'est quand même une équipe qui a une belle histoire avec ça. Mais en tout cas, bon, je pense que je vais aller du côté des optimistes. Je crois à la surprise. Donc, je vais être le premier à donner un score. Et messieurs, je vous l'annonce, victoire 31-24 des Eagles. Grégory. Victoire 34-17. Loïc. Il est fou. Défaite 21-20. Et pour finir, l'honneur revient à l'invité quand même pour clôturer ce podcast. Benjamin, tu fais office d'arbitre ici. Je dirais un bon gros shootout des familles, un bon gros 34-31 Eagles. Et voilà. Et donc, les Eagles l'emportent et arrivent à 4 victoires, 5 défaites. Benjamin, si jamais, avec ta magnifique casquette, tu veux remplacer Loïc, aucun problème. Tu nous dis. J'aurais pas le même niveau d'expertise sur l'équipe, donc vous serez pas gagnant. On s'arrange parce que nous, il y aura moins de négativité, tu vois. Après, c'est vrai que s'il est dans la négativité permanente, il y aurait un match entre lui et les Lions. Ça, j'avoue. Loïc, tu veux pas lancer un podcast sur les Lions? Je pense qu'au bout de 2 semaines, j'arrête. Pas déconner. Bon, c'est comme ça que se finit ce 49e épisode. Encore merci Benjamin d'avoir participé. Merci à Loïc et Greg, comme toujours, pour leur participation également. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir. Ciao. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.